Vous rappeliez quelques chiffres, Philippe, je me permettrai juste d'ajouter. Alors, beaucoup d'entre vous ici sont au combat au quotidien pour le développement, donc sont au courant de tout cela, mais pour ceux qui ne le seraient pas, que 750 millions de personnes encore aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau, qu'en Afrique subsaharienne, ce sont 70% des habitants qui n'ont pas accès à l'électricité, que sur l'ensemble de la planète, plus d'1,3 milliard d'individus n'ont pas accès à l'électricité, et que si la pauvreté l'extrême pauvreté a beaucoup reculé depuis la fin des années 90, elle concerne encore un habitant sur 8 sur Terre. Je vais commencer, messieurs, par une question rapide à chacun d'entre vous. Je vais vous demander une réponse assez courte, 2 minutes chacun. Et après, on aura le temps de débattre de façon un peu plus approfondie. Peut-être commencer avec vous, Christian Cambon, pardonnez-moi, Christian Cambon, avec le renouvellement de l'aide au développement. Comment réinventer l'aide publique au développement aujourd'hui? Vous commencez fort. Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette rencontre. Il y a ici beaucoup d'acteurs, certains du reste que je connais. Je salue nos collègues parlementaires. Et je pense que c'était une belle initiative parce que c'est vrai que dans cette campagne, on parle rarement d'un sujet qui est aussi essentiel. Alors, comment opérer le renouvellement du développement? J'allais presque dire comment déjà le faire vivre un peu mieux, aller plus loin, tenir ses engagements. Je crois que c'est un débat qui peut s'avérer aussi assez consensuel d'une manière et qui explique du reste peut-être le silence de la campagne sur des sujets où au sein de nos assemblées ou dans l'opinion publique, il y a maintenant une avancée de l'opinion sur la nécessité de faire quelque chose par rapport au développement et quelque chose d'efficace parce que le contexte international, les crises, on va pas revenir dessus. Le président les a fort bien, ainsi que vous-même, décrites. Je crois que, à part peut-être une partie d'une opinion qui du reste non présente et non représentée sur cette tribune, tout le monde est tout à fait d'accord sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin, de respecter ses engagements. On va, j'imagine, parler du 0,7 et surtout comment y arriver. Donc je crois que c'est plutôt dans le contenu des moyens déployés, des conditionnalités aussi, qu'il faut avoir le courage d'évoquer, que l'on pourra évoquer ce sujet. Donc peut-être laissons la place au débat pour aller plus à fond, parce qu'il n'y a pas une réponse en 2 minutes sur un sujet aussi lourd. Vous parliez du 0,7, on va en parler effectivement dans ce débat, et vous parlez de ceux qui sont absents à cette tribune. Suivez mon regard vers l'extrême droite. Mais les associations de lutte pour le développement, pour l'aide au développement, s'étonnent de voir dans le programme du candidat que vous défendez une mesure qui ressemble beaucoup à celle du programme de Marine Le Pen sur la conditionnalité de l'aide et le fait que l'aide au développement soit désormais, en tout cas pour votre candidat, systématiquement conditionnée à un retour dans leur pays d'origine des migrants des pays que l'on aide. Alors, d'abord, je réfute totalement la proximité avec les idées de Marine Le Pen sur ce sujet. La conditionnalité de l'aide, c'est effectivement la prise de conscience que la France doit reprendre un peu la mesure de sa souveraineté nationale. Et ça sous-entend un effort de coopération avec les pays qui reçoivent cette aide, de telle sorte que nous puissions aussi apporter une réponse aux problèmes très difficiles liés à la présence d'immigrés clandestins dont notre pays ne peut plus accepter la présence sans conditionnalité. Donc on est tout à fait prêt à en examiner les conditions, mais il y a un véritable partenariat. Et il n'y a pas qu'une seule condition du reste à l'aide au développement. Il y a aussi un souci de recherche d'une plus grande efficacité de cette aide. J'espère qu'on en parlera. Et je pense que j'appartiens à une sensibilité, je soutiens un candidat qui défend le fait que la problématique des immigrés clandestins présents sur notre territoire ne peut pas être laissée de côté, car ceci sous-entend effectivement la montée des extrémismes si nous continuons à ignorer cette présence. Et donc il y a là, plus qu'une conditionnalité, j'allais dire un appel au dialogue, parce que c'est une affaire qui n'est pas si facile que ça à évoquer. Ça a été tenté par le passé, et ce n'est pas un coup de baguette magique qui fait qu'on vous donne 100 € d'aide et vous reprenez 100 clandestins. Ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent. C'est une volonté simplement de dialoguer avec les pays en question qui, bien souvent, contre leur
propre volonté, sont des pourvoyeurs de cette immigration clandestine et qui, malheureusement, posent maintenant, et singulièrement depuis quelques mois, de graves problèmes à l'Europe et dont il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Alors, je vois que Pascal Cherki ne tient déjà plus en place en vous entendant, mais avant de vous donner la parole, Pascal Cherki, et justement, en raison de vos réactions, je pose la question à Jean-Michel Severino de savoir s'il y a une façon qui soit ni de droite ni de gauche de faire de l'aide publique au développement, puisque, évidemment, sur ces questions-là, les biais politiques sont très importants, ils sont voire décisifs. Je crois qu'il y a une seule façon de faire du développement, c'est d'essayer de lier l'éthique, le devoir moral et les intérêts partagés. La solidarité, c'est une exigence fondamentale. On a déjà rappelé ici à l'envi l'océan, les abîmes de pauvreté et de misère dans lesquels nous vivons. Nous avons évoqué les risques auxquels nous sommes affrontés en commun, je veux dire pauvres comme riches sur cette planète. Et face aux conséquences humaines inacceptables de l'état du monde et de son développement, la réponse éthique est dans la solidarité. Mais nous savons aussi qu'il ne s'agit pas de parler que de solidarité, que d'humanitaire. Nous avons aussi des intérêts partagés avec les pays en développement, des intérêts autour du réchauffement climatique, des intérêts autour des problèmes de santé, des intérêts autour des questions de sécurité et de stabilité, des intérêts autour des questions de stabilité financière et aussi autour des mouvements de population à l'intérieur des pays en développement comme entre les pays en développement et nous. Et donc il faut que nous parlions aussi ce langage des intérêts avec nos partenaires pour trouver des formules qui nous permettent à tous, d'une manière, dans des accords gagnant-gagnant, qui nous permettent de résoudre ces problèmes en commun. Et là, vous m'enlevez le mot de la bouche, accord gagnant-gagnant. Est-ce qu'on peut parler d'accord gagnant-gagnant quand il s'agit justement d'aide au développement, de venir en aide à des gens dont on rappelait tout à l'heure les conditions d'insécurité alimentaire, d'insécurité sanitaire et leur exposition au changement climatique? Oui. Et alors, j'entendais mon voisin non seulement ne pas tenir en place, mais aussi murmurer. Donc je vais... On va vous laisser vous exprimer, Pascal Cherki. Donc je vais rebondir tout de suite parce que je sais pourquoi il murmurait. Et ceux qui murmuraient, il disait, il y en a deux qui lient les questions migratoires et les questions de développement. Et effectivement, il y a eu des mentions de ce sujet sur le site de Emmanuel Macron, mentions que nous avons modifiées parce qu'elles étaient maladroites et elles ne correspondaient pas à la pensée d'Emmanuel Macron ni celle des gens qui sont autour d'eux. Et c'est l'occasion de dire un petit mot autour de lui, et c'est l'occasion de dire un petit mot du rôle du développement, de l'aide au développement. L'aide au développement, c'est par rapport à la plupart des questions qu'on vient d'évoquer, il y a des réponses d'autorité. Face au problème des endémies, on peut bloquer les mouvements de population et mettre les 2/3 de l'humanité en quarantaine. Par rapport aux problèmes migratoires, on peut faire circuler des frégates en Méditerranée et mettre des militaires un petit peu partout. Par rapport aux questions du développement et des changements climatiques, on peut aussi avoir des réponses répressives. L'intérêt de l'aide publique au développement, c'est que c'est un instrument qui permet d'apporter des réponses structurelles aux causes mêmes de ces problèmes et pas forcément de les résoudre elles toutes seules, mais en tout cas de faire un bon bout du chemin et d'alléger bien d'autres réponses. Et prenons le cas concret du Sahel. C'est en fait dans beaucoup des préoccupations de ceux qui sont ici dans cette salle et des nôtres, il y a le Sahel qui concentre un peu tous les sujets, tous les problèmes qu'on vient d'évoquer, les problèmes climatiques, les problèmes humanitaires, les problèmes migratoires, etc. Dans cette région, l'aide publique au développement est un outil formidable pour essayer de traiter en même temps, je dirais d'un seul coup, l'ensemble de ces défis auxquels nous sommes confrontés, y compris d'ailleurs les problèmes de sécurité, parce que nous savons qu'une partie, et j'enfonce là une porte ouverte dans ce public, nous savons qu'une partie de l'enracinement
des mouvements islamistes dans cette région est aussi liée à l'incapacité que à la fois les pays eux-mêmes et nous plus globalement avons eu de résoudre les relations entre population sédentaire et population migrante et population nomade dans cette région extrêmement désolée, de fournir des perspectives d'avenir à des gens qui sont délaissés pour compte. Donc nous avons besoin de cet instrument structurel et c'est en cela que c'est un instrument gagnant-gagnant. Oui, il permet de venir au secours de populations extrêmement déshéritées, mais lui aussi, il permet de résoudre des problèmes qui sont les nôtres et d'éviter aussi dans notre propre politique intérieure, si on savait l'utiliser bien, un certain nombre de dérives et de crispations dans nos propres opinions. Alors je vous retiens encore un instant, mais avec une réponse peut-être un petit peu plus courte sur le côté concret du programme d'Emmanuel Macron. Probablement allez-vous pouvoir nous éclairer dans l'après-midi, mais quand il dit en complément de nos engagements existants en matière d'aide publique au développement, nous devrons mettre en œuvre une politique humaniste mais exigeante qui conjugue des projets de développement local dans les régions des migrations, des partenariats avec les pays de départ et de transit et des instruments efficaces de lutte contre les filières migratoires. Au-delà des mots, c'est pas très concret. Oui, mais je crois que ce que cela recouvre, c'est qu'effectivement, il va falloir faire du développement et donner des perspectives à des populations qui sont, comme je disais, laissées pour compte. Mais aussi, on va devoir continuer à manier des outils répressifs. Il faut des outils répressifs pour lutter contre les filières de passeurs clandestins. On ne va pas les faire changer de perspective en leur proposant 3 projets de développement. Donc les interventions de type militaire, les accords de sécurité avec les pays de la région, ils existent déjà, hein, il va falloir les maintenir, les développer, avec les faire progresser. Voilà, plus de 5000 morts en Méditerranée l'année dernière. Voilà, c'est une perspective terrifiante et inacceptable. Et si on ne sait pas prendre à la racine même les filières de passage et les filières crapuleuses qui se sont installées, y compris même au cœur des pays, si on ne sait pas d'ailleurs reconnaître, disons-le entre nous, le rôle d'un certain nombre même parfois d'autorités publiques et le rôle de la corruption au sein même d'un certain nombre de gouvernements, et vous me pardonnerez de n'en mentionner aucun ici, nous resterons naïfs et nous passerons à côté du sujet. Il fallait faire l'accord avec la Turquie ? Oui, honnêtement, on ne peut pas se passer d'un accord avec la Turquie sur ces questions-là. Je sais que c'est celui qu'on a fait, c'est-à-dire un être humain contre un être humain et le retour de migrants vers la Turquie dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales. Non, il faudra faire progresser cet accord, mais on n'arrivera pas à gérer les problèmes. On sort un peu de la question du développement. Là, on est sur un sujet parce que comme beaucoup méditerranéen. d'entre vous la lient aux questions migratoires, donc je vais au bout. Oui, mais écoutez, d'une certaine manière, l'Union européenne n'a pas eu d'autre moyen que de mettre un certain nombre de milliards sur la table pour s'acheter la bonne volonté de la Turquie. Et encore heureux, d'une certaine manière, qu'on n'ait pas eu à payer d'autres prix. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que la façon dont la Turquie gère ce sujet soit satisfaisante, loin de là. Mais ce que je veux dire simplement aujourd'hui, c'est que c'est illusoire de régler ce problème sans un partenariat avec la Turquie. On n'y arrivera pas. Pascal Cherki, que je sache, votre candidat est le seul qui se soit engagé à de nombreuses reprises sur le fameux objectif de 0,7% d'un PIB consacré à l'aide au développement. Aujourd'hui, on en est à 0,2, hein, donc on est quand même très loin. 0,4. Et c'est-à-dire que le différentiel, c'est l'aide qui est accordée justement à la prise en charge de la crise migratoire. Mais quand on s'intéresse spécifiquement à l'aide publique au développement, on est plutôt à 0,2 qu'au-delà. Donc on est très loin. Oui. Comment on y arrive ? Et puis, il y a aussi la question, puisqu'encore une fois, on lit systématiquement, même si je sais que ce n'est pas forcément la volonté des associations, enfin des ONG, mais les politiques, en tout cas, lient systématiquement la question migratoire et la question de l'aide publique au développement. Parmi les propositions de Benoît Hamon, il y a le visa humanitaire. Non, mais je vais répondre à toutes ces questions. D'abord, moi aussi très content de participer à ce débat. Et quand j'étais parlementaire, avec Benoît Hamon, avec d'autres, quand il était parlementaire, un des combats qui nous a le plus marqué, c'est le combat en faveur de l'aide publique au développement et des moyens de l'aide publique au développement. Je dirais en quelque sorte, pour faire un petit trait d'humour, j'ai appris à fronder avec les ONG qui nous ont fourni toute la matière pour fronder contre quoi, Madame Pulvar ? La fatalité du renoncement au financement des objectifs contractés par la France il y a des décennies auprès de la communauté internationale. Parce que ce qu'on doit attendre des politiques,
c'est pas de faire des phrases comme les marins, les tontons flingueurs. Bon. Ça, les ONG peuvent nous alerter sur les questions éthiques. On doit avoir une vigilance éthique. Mais le rôle des politiques, c'est d'amener des réponses et des solutions. Bon, parce que moi, je peux faire beaucoup de débats sur la philosophie de l'aide au développement, sur à quoi ça sert, comment ça peut sauver des vies, etc. Et à un moment donné, il faut passer à la caisse, monsieur Severino. Voilà, il faut passer à la caisse. Bon. Pourquoi je dis ça? La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était le point de départ de ma réflexion, de notre réflexion. Donc nous sommes un des 5 pays au monde qui avons la possibilité, en dernier ressort, de fixer la légalité internationale pour notre droit de veto. C'est un pouvoir exorbitant. Ça doit donner en contrepartie des responsabilités morales, politiques et budgétaires exorbitantes. Voilà. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité, puisqu'on parle de ces questions-là. Et il y a quelques décennies, nous avons pris, la France comme d'autres, auprès de la communauté internationale, un engagement qui consistait à consacrer 0,7% de notre RNB à l'aide publique au développement. Il y a des décennies. Des pays l'ont fait. La Grande-Bretagne, sous les conservateurs, l'ont fait. Ils l'ont même mis dans la loi. Et nous, Français, qu'est-ce que nous avons fait pendant des années? Des phrases. Des phrases, des phrases, des phrases, quand ce n'est pas des frasques. Et à l'arrivée, parce que les parlementaires et les ONG se sont mobilisés, nous avons sauvé ce quinquennat de la faillite morale qu'aurait consisté qu'en 2017, nous ayons une dotation budgétaire inférieure à celle que nous avons trouvée en 2011. Voilà. Donc c'est la première des choses. Je me sens, et nous nous sentons avec Benoît Hamon, parce que nous avons mené ces campagnes, complètement dégagés du bilan de tous nos prédécesseurs de droite comme de gauche. Voilà. Il appartient donc à la nouvelle génération de responsables de faire tenir à la France ses engagements. Donc premier engagement, nous consacrerons d'ici 2022 0,7% de l'aide publique au développement. Et pas d'ici 2030, cher monsieur Severino, comme je l'ai vu chez d'autres. Premier élément. Premier élément. Deuxième élément, pour cela, nous mobiliserons tous les instruments. À commencer, mais pas simplement, par la taxe sur les transactions financières. Donc, comme parlementaire, avec les ONG que je salue, et nous avons mené des batailles homériques jusqu'à Bercy, nous avons fait adopter le principe que, à partir du 1er janvier 2018, si l'Europe n'avait pas tranché cette question-là, nous mettrions en œuvre l'élargissement à l'intraday. Ça peut représenter entre 2 et 4 milliards d'euros. Mais pour cela, M. Severino, il faudrait encore une fois que tous celles et ceux qui s'engagent au moment de l'élection présidentielle défendent la taxe sur les transactions financières et ne considèrent pas que c'est un totem ou un tabou. Parce que cette expression politique, je l'ai entendue beaucoup de la part des banques, la Société Générale, la BNP Paribas, l'Association bancaire française, quand nous avons timidement essayé de leur imposer la transparence et le reporting pays par pays au moment de la loi bancaire. Donc il y a un combat à mener aussi auprès du monde financier qui ne veut pas de cette taxe sur les transactions financières, et y compris de nos propres banques. Car je me rappelle, et j'ai toujours été surpris à l'Assemblée nationale, de voir des gens venant, y compris des rangs de la gauche, être des farouches partisans du refus de la taxe sur les transactions financières. Bon. Donc je le dis parce que c'est une question importante. Pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation? Il faut dire les choses clairement. La France ne consacre qu'un tiers de son aide publique au développement aux pays de l'Afrique francophone, Maghreb inclus. Pourquoi? Et ça, M. Severino, vous le savez, vous en avez été un acteur. Nous avons trop privilégié les prêts par rapport aux dons. Voilà. Il faut bien sûr des prêts dans l'aide publique au développement. Il faut des garanties. C'est important, on en reparlera sur le financement de projets africains de tout cela, oui. et autres. Mais il y a des actions qui nécessitent des dons dans le domaine de la santé, dans le domaine du genre, dans le domaine de l'économie, de la culture, dans le domaine de l'éducation. L'éducation primaire et secondaire ne représente que 2% de l'aide publique au développement. Pour ça, il faut des dons, des dons, des dons. Bon, et nous prenons un engagement, c'est de porter d'ici à 2020 à 1 milliard la part des dons. Il faut relever la part des dons. Les ONG ont eu raison sans cesse de nous attirer notre attention là-dessus. Et je terminerai, puisque moi je vais être très précis dans les engagements. Le rôle des politiques, c'est d'être très précis dans les engagements. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un risque majeur. C'est celui de l'affaiblissement durable du financement multilatéral des grandes institutions internationales par le comportement de l'administration, en tout cas le programme de M. Trump. Nous aurons donc un bras de fer politique à mener. Et nous aurons un rôle d'entraînement de l'Union européenne pour mener ce bras de fer politique, pour faire en sorte que le financement des programmes multilatéraux internationaux de l'ONU ou de toutes les organisations qui en dépendent puisse être assuré et que les États-Unis tiennent leur engagement car ils sont un des premiers contributeurs. Comment voulez-vous que nous puissions le faire et être crédibles dans nos rapports de force que nous devrons avoir avec l'administration américaine et auprès de nos partenaires européens si nous-mêmes, nous ne tenons pas nos engagements internationaux?
Donc voilà, je Merci. pense qu'il faut amener des réponses précises. J'essaie de commencer à vous en amener, je vous en remercie. On va poursuivre juste après l'intervention de Georgi Kuzmanovic, parler justement de ces vecteurs de l'aide, prêt, don, abandon, aménagement de la dette, etc., annulation de la dette. Georgi Kuzmanovic, je vous ai vu prendre beaucoup de notes en entendant vos co-débatteurs. Ces questions de l'aide, cette question de l'aide au développement, la question de la générosité des pays les plus riches et d'un rééquilibre dans le monde, elle est assez absente des débats, mais elle est très présente dans le programme de votre candidat. Oui, bonjour. D'abord, merci de nous avoir invités ici. Moi, personnellement, parce que certains se sont nourris des ONG dans leur engagement politique. Moi-même et Charlotte Girard, qui est responsable du programme, justement, de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, nous avons commencé notre vie d'adulte dans l'humanitaire. Et nous sommes nourris... En fait, nous sommes venus à la politique par l'action humanitaire, puisque nous avons commencé une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, au Rwanda. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que Benoît Hamon était le seul à souhaiter atteindre les 0,7%. D'ici la fin du quinquennat. Voilà, d'ici la fin du prochain quinquennat. Donc, en fait... nous, dans notre programme, nous sommes à peu près à 99% d'accord avec les recommandations qui sont faites par les ONG. Nous les avons pour la plupart rencontrées. Donc nous, ça ne nous pose absolument pas de souci de soutenir cela. Mais c'est un objectif que vous pouvez atteindre d'ici la fin du quinquennat ? Oui, c'est un objectif. Je vais y venir parce qu'on entend, et j'en étais assez convaincu, d'un certain consensus sur ces questions-là, et bien évidemment qui va aller à une élection présidentielle en disant qu'il ne veut pas d'aide au développement et participer à la solidarité internationale. Tout le monde l'a fait, M. Hollande l'a fait, et à cette tribune, il y a les représentants de personnalités politiques qui sont candidats et qui ont tous été au pouvoir. Comment ont-ils agi quand ils avaient le temps ? Les élections, c'est le moment d'entendre qu'il y a un consensus, qu'il y a un lien éthique, comme vous disiez, que c'est un devoir moral. Ça se transforme souvent surtout du blabla, du charabia, parce qu'il y a un autre problème qui n'est pas seulement celui d'accéder aux revendications légitimes des ONG, c'est aussi redéfinir l'organisation économique et commerciale mondiale. Parce que c'est bien beau de venir en aide aux pays en voie de développement si c'est après les avoir pillés, comme par exemple en appliquant les accords de partenariat économique ou tous les autres traités de libre-échange qui rendent... qui font une sorte de farce de toutes ces choses. Donc ce qu'il faut, c'est non seulement évidemment aller contre la taxe sur les transactions financières, mais il faut lutter pour modifier la fiscalité aussi bien en France que et aider les pays à améliorer leur fiscalité, donc lutter contre les paradis fiscaux. Il faut dénoncer les traités et il faut arriver au sujet qui fâche, qui est celui de la dette. Donc je rejoins M. Cherki qui tout à l'heure faisait remarquer qu'il faut arrêter de faire des prêts et plutôt passer à des dons et de l'aide technique dans le cadre de l'aide au développement. Mais il faut travailler sur la dette. Nous faisons partie de ceux qui souhaitent récuser toute ou partie de la dette en France, de mener un audit de la dette, comme ça a été fait plusieurs fois dans notre histoire. Mais nous voulons l'appliquer en partenariat, par respect avec tous les autres pays en voie de développement, et récuser toute ou partie de la dette qui est le plus grand frein au développement. Et je souhaiterais citer celui dont nous sommes inspirés pour penser notre programme d'aide au développement, qui est Thomas Sankara, qui malheureusement a été assassiné, et qui lui disait qu'il souhaitait de l'aide qui les aide à se passer de l'aide. Et c'est ça l'objectif final. Voilà.